Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur la défaite des Lakers hier soir. 124-114, 10 points de différence. Les Lakers qui perdent leur 8e match de suite face aux Denver Nuggets, ils n'arrivent pas à trouver la solution face à cette équipe. Et je vais essayer de vous démontrer dans cette émission que c'est une question de profil d'équipe. C'est une question de match-up. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Los Angeles Lakers viennent de perdre le 8e match de suite face aux Nuggets de Denver. C'est la seule équipe de la NBA qui a fait ça aux Lakers. Les Lakers n'arrivent pas à battre cette équipe. Vous vous souvenez peut-être, l'année passée c'était le sweep face à cette équipe. 4 défaites sèches. Les Lakers ont été à chaque fois dans le match, mais n'ont jamais trouvé la parade. Et c'est exactement ce qu'on a vu hier, le même scénario de match. Les Lakers sont dans le match pendant 3 quarts temps et dans le money time, il y a une forme de disparition de toute la logique défensive de l'équipe des Lakers, tout le bon sens qui part à la poubelle et Denver qui exécute à la perfection son jeu offensif. Pourquoi cette équipe des Lakers n'arrive pas à trouver la parade face à l'équipe de Malone, qui est un excellent coach? Et le coaching, vous allez voir, est l'un des facteurs qui explique cette supériorité de Denver dans le money time. Les Lakers qui hier ont gagné dans presque toutes les catégories du match, sauf dans le money time, où tous les indicateurs étaient en faveur des Nuggets. Et tout ça, ce n'est pas un hasard. Le premier facteur, c'est le coaching. Mike Malone, on a l'impression qu'il sait exactement ce qui va se passer. Il dicte le profil du match, le déroulé du match, l'ambiance du match, le contexte de ce qui va se passer. Il sait exactement comment il va exécuter les Lakers dans le 4e quart-temps. Il sait chaque quart-temps où de son équipe doit se trouver. Est-ce qu'il y a des joueurs qui doivent rentrer dans le rythme? Par exemple, hier, on a vu Holiday jouer un excellent basket. Il l'a extrêmement bien utilisé. Il sait trouver le meilleur élément au bon moment. Il sait également dicter les phases de jeu pour que les Nuggets se retrouvent à chaque fois en mismatch face aux défenseurs des Lakers, qui la plupart du temps avaient l'air d'être perdus sur le terrain. Combien de fois n'a-t-on pas vu Austin Reeves en défense sur Jokic? Soit une absurdité. Et donc, dans cette prévision du déroulé du match, forcément, celui qui comprend que les choses vont se passer d'une certaine manière peut mieux les anticiper. Alors que de l'autre côté, on a l'impression que Darvin Ham, il est en train de subir le déroulé du match. Il est en train de subir le scénario du match, le profil de la rencontre, et à la fin, l'équipe de Malone, elle va mieux exécuter. Donc là, il va falloir trouver une solution à ce niveau-là. Le deuxième élément, et c'est un élément important, c'est le bully ball. Le bully ball, c'est ce système qui consiste à jouer systématiquement à l'intérieur avec LeBron et Anthony Davis. Et alors, les laisser dominer dans la raquette. On a vu récemment Rui Hachimura faire la même chose. Donc les Lakers ont ces 3 éléments et quand Christian Wood est là, donc un 4e élément pour justement jouer le bully ball. Or, ce bully ball dont LeBron James est le catalyseur ne fonctionne pas face à Denver. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que Denver possède un joueur qui s'appelle Aaron Gordon, qui bien que hier il ait été martyrisé par LeBron dans la raquette, a quand même pu tenir son rang. Et donc faire pratiquement jeu égal avec les Lakers dans ce secteur-là. De telle sorte qu'au final, les points dans la raquette qui sont l'identité offensive de l'équipe des Lakers, eh bien c'était à l'avantage de Denver. Denver qui a gagné cette bataille de l'intérieur, 64 points inscrits dans la raquette contre seulement 62 aux Los Angeles Lakers. À mon sens, il y a seulement une autre équipe qui est capable de faire ça aux Lakers, ce sont les Timberwolves. Sinon, toutes les autres équipes savent que lorsqu'ils jouent face aux Lakers, le domaine intérieur, ce sera pour l'équipe de Los Angeles, pas face à Denver. Et ça,
c'est un problème. Parce que LeBron étant le deuxième meilleur joueur de cette série, après le Joker, et bien s'il n'arrive pas à dominer dans son spot, dans son secteur, ça devient compliqué pour les Lakers. Le troisième élément est très important. C'est la supériorité sur le poste 5. Dans la bulle d'Orlando en 2020, lorsque les Lakers ont gagné le titre pendant la pandémie, eh bien, on pouvait dire que les Lakers avaient une petite supériorité au niveau intérieur. Cette année-là, Anthony Davis était particulièrement intéressant dans ce secteur et le Joker était plutôt jeune. Depuis lors, je pense que ça a été complètement gommé et le meilleur joueur intérieur de la NBA actuellement, c'est Nikola Jokic. Bien sûr, ça se discute un peu avec Embiid, mais là aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il y a une supériorité face à toutes les équipes de la NBA sur le poste 5. Et alors, ça, ce n'est pas une surprise une fois que j'ai dit ça. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a vu hier pratiquement Anthony Davis ciblé par le Joker. À la rigueur, j'ai vu des phases de jeu où Rui Hachimura faisait un meilleur travail sur le Joker qu'Anthony Davis. Bien sûr, ce n'est pas de sa faute, puisqu'au fond, Anthony Davis est un 4 qui joue au poste 5. Et tout le monde le sait. C'est un secret pour personne qu'il préfère jouer sur le poste 4. Et alors, quand vous lui demandez de jouer face au meilleur possible sur ce poste, ça devient compliqué. Et c'est pratiquement un mismatch auquel on a assisté hier sur ce poste 5. Et ça, c'est très inquiétant pour les Lakers. Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a parlé de cette supériorité sur le poste 5, on n'a pas tout dit. Puisqu'en fait, les Lakers ne sont pas du tout conçus pour défendre face à ce profil de joueur. Les Lakers n'ont pas ce qu'on appelle un post defender lourd, un joueur qui est capable justement de tenir dans la raquette physiquement face à un pivot lourd et qui soit en mesure de l'ennuyer un peu. Les Lakers n'ont pas ça. Les Lakers ont eu 3 possibilités pour régler ce problème. Parce qu'au fond, c'est ça. Vous vous faites dominer par les Nuggets. Souvenez-vous à l'époque de Shaq, lorsque Shaq jouait aux Lakers. Toutes les autres équipes de la NBA essayaient de trouver une solution pour renforcer leur système intérieur. Mais c'était la préoccupation de tout le monde. Tout le monde essayait de trouver cette solution. Or, cette année, les Lakers, ils se sont dit, c'est pas notre priorité. En fait, on va plutôt investir sur le périmètre, sachant que de toute façon, à l'intérieur, ce sera compliqué pour tout le monde. Mais le problème, c'est que les joueurs du périmètre, on va en parler dans cette vidéo, ne sont pas assez complets. On en parlera tout de suite. Alors qu'au même moment, le secteur intérieur des Lakers est le plus faible de la NBA. Il ne faut pas se leurrer. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on a? On a Anthony Davis qui est un 4, mais à qui on demande de jouer 5. Derrière lui, vous avez 2 joueurs qui sont des joueurs au salaire minimum. C'est-à-dire Jackson Hayes et Christian Wood. Bien sûr, ces joueurs-là, pour le salaire minimum, c'est un bon deal. Mais quand il faut jouer face aux joueurs élites de la NBA, ce n'est absolument pas assez. Quand on sait que les 5 derniers MVP, ce sont des joueurs dominants à l'intérieur, on se dit dans quel monde vivent les gens du front office des Lakers. On dirait que ces gens-là, ils ne regardent pas la NBA. C'est vraiment le secteur qui se développe en NBA actuellement, le secteur intérieur. C'est fini le small ball à la Golden State Warriors. Tout le monde est fort à l'intérieur. Vous avez des jeunes prodiges qui arrivent. Vous avez les joueurs confirmés qui sont tous des MVP en puissance. Et les Lakers ont dit non, nous on n'investit pas dans ce domaine-là. Les Lakers ont eu 3 possibilités pour pouvoir faire ça. Premièrement, pendant la draft, ils avaient des jeunes joueurs dans l'équipe et 2 pics de draft. Ils auraient pu gérer ça pour faire venir un pivot, un post defender. Ils ne l'ont pas fait. Ensuite, pendant la free agency, ils n'ont pas du tout investi dans ce secteur. Je vous ai dit, ils ont pris 2 joueurs au salaire minimum. Si un joueur est disponible au salaire minimum, c'est que forcément, il y a des failles dans le jeu de ce joueur. À ce moment-là, les Lakers n'ont pas fait ce qu'il fallait.
Et finalement, au trade deadline, ils avaient la possibilité d'aller chercher, par exemple, un Clint Capela. On sait qu'ils étaient en pourparlers avec les Hawks d'Atlanta pour le cas Murray contre D'Angelo Russell. S'ils mettaient Austin Reeves dans la balance, ils auraient pu avoir à la fois Murray et Clint Capela. En tout cas, selon certaines sources, la question était discutée. Ils n'ont pas fait. Regardez ce qu'ont fait les Mavs de Dallas. Ils se sont renforcés dans ce secteur. Ils ont compris ce qu'il fallait faire. Ils ont été prendre Gafford du côté de Washington. Ça aurait été un élément intéressant. Ils n'ont pas fait. Et maintenant, les Lakers sont en difficulté. D'autant plus que Christian Wood n'a pas joué. Il est out pour l'instant. Donc les Lakers sont encore beaucoup plus légers dans ce secteur. Ils ont signé Gills, cet ancien joueur de North Carolina que j'aimais bien, qui a fait quelques apparitions du côté de Sacramento, du côté de Portland notamment. Il a été signé en two-way. Or, vous savez que les joueurs de two-way ne peuvent pas participer aux playoffs. Donc, c'est une solution qui n'apporte absolument rien au problème des Lakers. Donc, ce poste 5, cette équipe n'est absolument pas conçue pour défendre avec sérieux, avec consistance sur le poste 5. Revenons au dernier titre des Lakers il y a quelques années, en 2020, dans la bulle d'Orlando. Quelle était la solution face aux Denver Nuggets que les Lakers ont croisé en finale de conférence? Eh bien, c'était de mettre Dwight Howard en défense sur le Joker. Et ça avait fonctionné. Et d'avoir Anthony Davis en deuxième lame. Eh bien, ils avaient aussi McGee dans le secteur. Même si McGee a joué un moins gros rôle dans ce titre et notamment dans cette série. Donc, ce profil-là n'existe plus aux Lakers. Voilà un problème qui ne sera pas réglé cette année. Donc, la solution face aux Denver Nuggets est très improbable cette saison. Alors, le 5e problème structurel des Lakers, c'est la question du rebond. Depuis le début de la saison sur cette chaîne, je n'arrête pas de vous parler de ce problème. Lorsque les Lakers font un petit effort au rebond, ils sont dans les matchs. Mais face aux équipes élites, s'ils ne dominent pas le rebond, ils ne peuvent pas gagner les matchs. Surtout face à des équipes aussi bien offensivement. Une équipe comme les Nuggets où la structure de l'équipe joue ensemble depuis plusieurs années. Où le coach est exceptionnel. Où le pick and roll entre les deux meilleurs joueurs de l'équipe est absolument extraordinaire. Donc, les deuxièmes chances sont évidemment fatales pour l'équipe des Lakers. Les Lakers qui ont perdu hier soir la bataille de rebond 47-31. Soit 16 rebonds de disparité entre deux équipes qui sont censées être des équipes contenders dans la NBA, même si on voit que les Lakers cette année auront du mal à y arriver. Vous ne pouvez pas gagner ces matchs-là si vous ne réglez pas ce problème. Certes, Anthony Davis est le 3e meilleur rebondeur de la ligue, devant le Joker d'ailleurs. Mais le prochain rebondeur qui se trouve dans le classement, c'est LeBron James à la 38e place. Après, c'est Christian Wood et il est à la 84e place. Donc, les 3 meilleurs rebondeurs des Lakers, l'un est 3e, c'est excellent. L'autre est 38e. Et le dernier, il est 84e. Après, il faut aller au-delà des 100e places pour trouver un 4e rebondeur des Lakers. L'équipe n'est pas conçue pour le rebond. Et ça, ce sont des failles du management de l'équipe. Et ça rejoint la question du début. Aller chercher un pivot lourd, mais un pivot rebondeur aussi. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, mais ça aurait dû être la priorité des Lakers. Ça veut dire que c'est une équipe qui n'a pas vu que la NBA était en train de changer. Pourtant, je vous l'ai dit, les meilleurs joueurs de cette ligue sur ces 5 dernières années, c'était des joueurs intérieurs, les MVP en tout cas. Donc, structurellement, il y a un problème dans cette équipe. Et au moment où les Lakers joueront les matchs de play-off, mais d'abord de play-in, ensuite de play-off, il faudra régler cette question.
Il faudra compenser par du box out, par de l'énergie fournie à l'équipe, par le positionnement, le timing. Il y a beaucoup de choses qui jouent dans le rebond. Ce n'est pas qu'une question de taille. Et bien sûr, la perte de Vanderbilt est préjudiciable. Bien sûr, la perte de Wood est préjudiciable. Mais les Lakers auraient dû prévoir ce genre de choses. Sachant que le problème, le kryptonite, c'est bien sûr les Nuggets. Et s'il y a un problème qu'ils n'ont pas, c'est le problème de taille. Donc voilà un problème structurel qu'il va falloir régler. Voilà, ça est terminé pour cette analyse. Les Lakers ont perdu leur 8e match de suite face aux Nuggets de Denver. Et ça commence à être compliqué. Les Lakers jouent leur prochain match face à Oklahoma City Thunder. L'équipe de Shai Gilgeous-Alexander qui joue un excellent basket. Bien sûr, les Lakers ont déjà gagné 2 matchs face à cette équipe. Ils ont la possibilité de gagner la série contre eux. Mais pour ça, il va falloir faire un match parfait. À très bientôt pour la suite de la saison sur cette chaîne. Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. À très bientôt. Ciao.